Bonjour, je m'appelle Michel Monner, je suis professeur émérite à l'université de Toulouse-Le Mirail, où j'ai exercé pendant plusieurs années. Émérite signifie que j'ai terminé mes activités professionnelles et je n'enseigne plus. Et pour tout dire, j'ai également décidé de suspendre toute forme d'activité universitaire pour me consacrer à l'écriture. Cela étant, ma carrière a été tout entière consacrée à Cervantes. Mon sujet de thèse, Cervantes conteur, mythe, folklore et exemplarité dans l'œuvre en prose de Cervantes, m'a amené à travailler sur le conte, à faire des enquêtes de terrain pour voir, pour étudier, pour écouter les conteurs de la tradition orale, et ensuite voir comment les conteurs cervantins, il y en a énormément, des personnages de Cervantes qui racontent des histoires, comment ils racontaient à leur tour, ou plutôt comment le narrateur qui manipulait toutes ces marionnettes s'inspirait éventuellement d'une tradition orale. Et je crois que ça a été, au début personne n'y croyait, et puis finalement tout le monde a fini par se... Enfin, la grande majorité des cervantistes, on nous appelle comme ça en Espagne, le mot n'existe pas en français, mais la grande majorité des cervantistes s'est ralliée à l'idée que, effectivement, Cervantes s'était imprégné de la tradition orale, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a beaucoup voyagé, il a beaucoup été dans les auberges et, à cause de son métier, et donc, ou des métiers qu'il a exercés, et donc il s'est tout naturellement imbibé de cette parole volatile qui circulait parmi les communautés. Donc voilà, je suis devant vous et je dois vous dire deux choses. La première, c'est que ceux qui attendent ici un éclairage particulier concernant la personnalité d'un certain Miguel de Cervantes en seront un peu pour leurs frais. Ils vont devoir se contenter de miettes. Et la seconde, enfin, en effet, pour cette première entrevue, on me demande de parler de moi. Donc, je vais être obligé de mettre Cervantes un peu en marge. Et ça m'amène à ma seconde observation, c'est que ce parti pris de mettre Cervantes en marge me remplit d'appréhension. Parler de soi ne va pas de soi. Le risque est grand et entre l'autocélébration et la fausse humilité, le sentier est étroit. Bon, si bien que je me suis posé la question plus d'une fois, que suis-je venu faire dans cette galère? Et je vais tenter de répondre à cette question sans plus attendre. Pour cela, je vais vous inviter à me suivre dans mon parcours sur les traces du grand Cervantes. Je ne vous donnerai de moi que la part qui le concerne, que ce qui lui revient. Vous ne le verrez peut-être pas à première vue, mais on pourra en discuter par la suite et vous verrez que les points que j'aurai soulignés sont effectivement des points de contact. Qu'il s'agisse de coïncidences dues au hasard ou de rencontres qui relèvent de ma propre initiative, nos chemins se sont croisés et entretissés à travers 4 siècles de distance. Tout commence au collège. Nous sommes en 1955. Je venais d'avoir 12 ans et j'entrais comme interne au lycée Paul Sabatier de Carcassonne avec option espagnole en seconde langue vivante. Un vieux monsieur, au crâne plus que déplumé, exerçait à ce moment-là, c'est probablement un émigré de la guerre civile espagnole, qui donnait des cours de conversation, et donc qui gagnait son pain avec sans doute les quelques diplômes qu'il avait et qui lui avaient permis de rentrer dans l'éducation nationale française. Il s'appelait Monsieur Bergois. Ne me demandez pas pourquoi j'ai retenu son nom, vous allez comprendre. Nous étions dans cette classe qui faisait espagnol seconde langue, une vingtaine d'élèves. Et à son premier cours, M. Bergois a choisi de nous demander à chacun de dire notre prénom en espagnol. Alors voilà, Carlos, Alejandro, enfin, etc. Et quand est arrivé mon tour, j'ai dit Miguel. Miguel.
Comme le prononçaient à l'époque certains locuteurs de la radio qui croyaient comme ça sacrifier à respecter la phonétique hispanique. En réalité, évidemment, c'est Miguel. Et donc, M. Bergois a failli s'étrangler. Et ça a déchaîné, c'était un couac, quoi, finalement, pour lui. Ça a déchaîné une petite tempête sous le crâne hyper bronzé et parsemé de taches de sénilité de M. Bergois, qui s'exclame « Non, non, malheureux !» Enfin, en espagnol, hein, je vous traduis. « Pas Miguel, pas Miguel, 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 Miguel !» Bon, voilà, j'ai cru qu'il allait me traiter de crétin ou de bachibouzouk comme capitaine Haddock. Mais non, M. Bergois avait un côté vieil hidalgo qui fait qu'il s'interdisait ce genre de vulgarité. Bon, de surcroît, il était clair qu'il n'était pas méchant et l'orage est retombé très vite. Et il s'est même changé en dithyrambe à la stupéfaction générale. Miguel, c'est le prénom du prince des poètes. Miguel, Miguel de Cervantes, mais tu ne te rends pas compte, Miguel. Je ne me rendais pas compte, effectivement. Mais le voilà qui se lance donc, qui part dans un intarissable éloge du grand Miguel de Cervantes, avant de reposer sur moi un regard attendri. Je ne me souviens pas comment ça s'est terminé, mais ce dont je me souviens, c'est ce qui s'est passé à la classe d'après, la semaine d'après. On était là, à ce temps-là, on se mettait en rang devant la porte de la salle de classe et on attendait que le professeur arrive et nous dise d'entrer ou rentre le premier, enfin, bref. On était là déjà presque au garde à vous. Et puis, voilà, il arrive, M. Bergois, et la première chose qu'il fait, c'est de faire s'écarter, il me fait sortir du rang, il fait s'écarter mes camarades et il me fait passer au milieu, entre deux haies d'honneur en quelque sorte, au motif évidemment que je portais le même prénom que le grand Miguel de Cervantes, le prince des poètes. Alors, j'ignore ce qu'il en a été par la suite. Je ne me souviens pas que M. Bergois ait répété ce rituel à chaque entrée de classe. Mais ce qui reste mystérieux à mes yeux, c'est que quand même, il m'a repéré, il m'a vu qu'une fois. Il m'a repéré dans les rangs et il m'a fait sortir du rang pour satisfaire à ce que je considère comme une lubie. J'appelle cet épisode dans mes carnets la lubie de M. Bergois, qui ressemble à ces lubies de Don Quichotte qui sortent à chaque instant de la cervelle échauffée de Don Quichotte dans le roman de Cervantes. Autant dire que cette mise en scène a dû marquer. Parce que je me souviens du nom, hein, quand même, c'est pas rien, de ce professeur que j'ai eu qu'une seule fois, qu'une seule année, et 1 heure par semaine. Mais enfin, je pense que la mise en scène a dû marquer mon imaginaire d'enfant. De là à penser que M. Bergois a pu contribuer à la configuration des arcanes de ma destinée, ben, je vous laisse en juger, vous allez voir la suite. Quelques années plus tard, devenu bachelier, la question s'est posée de savoir quelles études je devais faire. Et sachant que j'étais tellement dégoûté de l'internat que je ne voulais surtout pas être professeur. Mais vous connaissez le dicton, il ne faut jamais dire Fontaine. Et en fait, voilà que je me retrouve aujourd'hui professeur émérite. Mais bon, ce qui me plaisait, c'était journaliste. Donc, vous voyez, quelque chose d'un peu plus dynamique, le terrain, tout ça. Et j'ai donc, je me suis inscrit en droit. On habitait Carcassonne. Je me suis inscrit en droit. Et bon, je me suis très vite aperçu que les cours étaient très importants, il y en avait beaucoup, et qu'il fallait habiter sur place et surtout ne pas travailler, ce qui était mon cas, parce qu'il fallait que je gagne ma vie pour payer mon loyer. Et d'où une première bifurcation en direction des études de lettres et que j'ai poursuivi par une licence d'espagnol avec Cervantes au programme. Donc je rencontre Cervantes en licence d'espagnol à Toulouse, qui était alors la Mecque des études hispaniques en France, sous la direction de M. Paul Mérimée. Bon, je laisse planer un petit silence sur le nom de Paul Mérimée. Donc ce fut là la première rencontre avec le texte, avec les textes de Cervantes et d'autres bien sûr à les suivre. Après la licence,
j'ai préparé un mémoire de maîtrise sur un franciscain du XVIe siècle, un certain Juan de Pineda, qui avait publié Diálogos familiares de l'agricultura cristiana. C'est mon maître Robert Jamme qui, pour me faire les dents, m'avait mis un pavé. C'est 3 volumes de la BAE qui sont dans la bibliothèque des autores espagnols, 3 volumes de dialogue d'un franciscain, donc, dans lequel il m'a dit vas-y, fonce et épluche tout ce que tu trouves. Donc ça, c'était mon mémoire de maîtrise. Et la même année, nous sommes en 1968, je me présente au CAPES. Alors, les CAPES, les épreuves orales, cette année-là, puisque on était en 68, avaient été réduites à une seule épreuve. Une seule épreuve, une explication de texte hors programme, avec des œuvres du Moyen-Âge au XXe siècle, tout genre confondu, poésie, théâtre, roman. Et là, devinez, je tombe sur un passage du Quichotte. Bingo! Et bon, comme j'aimais beaucoup, et c'est un exercice aussi d'explication de texte dans lequel je me débrouillais pas mal, j'ai eu la meilleure note du concours et j'ai été reçu au CAPES. Donc voilà, c'était le chapitre 12 de la première partie de Don Quichotte, l'épisode de Marcela et Grisóstomo, un épisode pastoral. Sabed lo que pasa en el lugar, compañeros? Pues voilà, j'avais commencé à lire comme ça, et il paraît que un des profs qui était au jury avait dit comme ça dès la première phrase que j'avais prononcée. Bon, vous voyez, l'autocélébration, elle vient vite hein, dès qu'on ne fait pas attention. Alors, donc, me voilà reçu au CAPES. L'année suivante, je me présente à l'agrégation. Il y a une dizaine d'auteurs au programme, et parmi eux, Cervantes. À l'oral, l'explication de texte reste l'épreuve qui bénéficie du plus gros coefficient. Et là encore, bis repetita, je tombe sur un texte de Cervantes, La fuerza de la sangre, une des nouvelles exemplaires, et je suis reçu à l'agrégation. Décidément, Cervantes semble me porter chance. Je ne savais pas encore, évidemment, à quel point ma vie allait être marquée par sa présence, par la présence de cet immense bonhomme. Ni à quel point j'allais être amené à mettre mes pas dans les siens, parce que c'est ce qui s'est passé. Et avant de poursuivre, pour que vous puissiez avoir une idée de la trajectoire de Cervantes, quand même, qui est la plus importante dans cette affaire, eh bien, je vous invite à jeter un coup d'œil, à faire un petit clip là sur son itinéraire. Bon, toutes les informations que je vais vous donner sont dans Wikipédia ou dans tout ce que vous verrez, les introductions de Don Quichotte, des éditions de Don Quichotte. Donc, je vais juste me livrer à un état des lieux, hein, presque une énumération peut-être que je vais abréger le plus possible. Donc, naissance à Alcalá de Henares, bon, voilà la première ville, petite ville à l'est de Madrid. Il quitte Madrid en 1569. Madrid venait depuis peu, était devenue la capitale de l'Espagne, et il s'en va vivre à Rome. Départ qui a étonné et pour lequel on a eu une information tardive au XIXe siècle, comme quoi au moment où Miguel de Cervantes donc, se rend à Rome, notre Miguel de Cervantes est accusé d'avoir blessé dans un duel dénommé Antonio de Segura, et il a été condamné par contumace, ce Miguel de Cervantes, à avoir la main droite tranchée. Bon. S'agit-il d'un homonyme ou du futur auteur de Don Quichotte? On n'en sait pas davantage. Mais certains pensent que ce pourrait être là la raison du départ de Miguel de Cervantes. Ce qui est certain, c'est que si on lui avait coupé la main droite, ça aurait été très difficile pour Cervantes d'écrire le Don Quichotte, parce qu'en plus, comme vous allez le voir, après, il a été blessé, il a perdu l'usage du bras gauche. Donc on le trouvait... Bon, c'est presque un clin d'œil du destin à ce stade-là. Quoi qu'il en soit, bon, Cervantes, après avoir servi chez un cardinal, le cardinal Acquaviva, va s'enrôler dans l'armée de Don Juan d'Autriche, qui est à ce moment-là en guerre contre les Turcs. Ça va le conduire à participer à la bataille navale de Lépante en 1571,
contre la flotte turque, et c'est une victoire, une grande victoire des Espagnols, mais pour Cervantes, c'est surtout une blessure qui, comme je viens de le dire, l'a laissé manchot, entre guillemets. On l'appelait le manco sano, le manchot sain, c'est-à-dire il avait son bras, mais il avait perdu l'usage de son bras. Quand il s'est remis, il est rentré à la mère patrie, et sur le chemin du retour, son navire est attaqué par des barbaresques au large des Baléares, et le voilà prisonnier et amené captif à Alger. C'est un peu ce que font certains actuellement, là, de prendre des otages et ensuite de demander des rançons. Sauf que la famille de Cervantes n'avait pas de rançon, n'avait pas d'argent, et donc il est resté 5 ans en captivité. 4 tentatives d'évasion, ça c'est ce qu'il raconte, et je dois dire que c'est assez étonnant parce que normalement une tentative d'évasion ça signifiait qu'on était empalé, donc se faire empaler 4 fois de suite c'est un peu dur. Donc bon, il a échappé au châtiment, et surtout, alors là encore le destin est en train de tirer les fils d'une façon extraordinaire. Il va être racheté par les frères trinitaires qui étaient venus non pas pour le racheter lui, puisque sa famille n'avait pas d'argent, mais pour racheter un autre captif. Or, ce captif est décédé. La somme d'argent était disponible, c'est lui qui en a bénéficié. Et voilà qu'on nous ramène Cervantes en Espagne en 1580, où bon, il va commencer déjà, il va aller à une mission à Oran en 1581, ensuite différentes commissions en Andalousie, Séville, et même il va participer, il va collaborer à la préparation de l'Invincible Armada, une autre expédition navale contre l'Angleterre, mais qui celle-là va se solder par un désastre. Elle est défaite, cette flotte est défaite par un orage terrible, et en 1588, si bien que Cervantes termine collecteur d'impôts à un moment donné, ce qui va lui valoir d'être jeté en prison à Séville en 1597. Parce que son banquier a fait banqueroute et il est responsable des fonds qu'il a collectés, donc il se retrouve en prison. Et Cervantes a 50 ans en 1597, et à l'exception de quelques poésies et de la Galatée, un roman pastoral, la Galatea, qu'il a publié en 1585, sa vie littéraire commence. Voilà pour le parcours. Alors, avant de revenir à mon propre périple, je tiens à souligner que tous les noms de lieux que j'ai mentionnés, et je ne les reprends pas, là, Alger, Oran, Séville, il faudrait rajouter Grenade, Lisbonne, Esquillas, Valladolid, etc., pour diverses raisons, sur lesquelles je reviendrai par la suite, 4 siècles plus tard, je les ai à mon tour parcourus, ces endroits, et pour cela, je vous invite donc à revenir sur mon parcours au point où nous l'avons laissé. Nous sommes en 1969, j'ai 26 ans, j'ai terminé mes études et je dois faire mon service militaire. Rien de plus contraire à mon esprit rebelle, ce qui fait que je me porte volontaire pour la coopération, on appelait ça le service national actif. On était volontaire pour le service national actif, VSNA. Et je remplis un dossier de candidature où je dois formuler 3 vœux. Le premier de mes vœux, c'est l'Amérique latine. Le second, c'est l'Afrique. Et le troisième, c'est n'importe quel pays. Donc je me suis dit, avec ça, je suis sûr de ne pas partir sous l'uniforme à faire le guignol dans une caserne. Mais malheureusement, pas de réponse à cette candidature. Apparemment, personne n'avait besoin de moi. Je mentionne quand même ces candidatures, notamment l'Amérique, parce que Cervantes a été candidat à un poste de gouverneur en Amérique et on lui a refusé aussi. Donc ça fait partie de ces points de contact, mais je ne pourrais pas tous les signaler, hein, sinon on n'en finirait pas. Donc, j'étais prêt à tout pour échapper à la caserne, mais donc aucune réponse. Et début juillet,
de cette même année 1969, je me retrouve à Paris, je suis à Paris pour les épreuves orales de l'agrégation. Les épreuves orales, ça a duré 15 jours à cette époque-là. Et ma femme, mon épouse m'a accompagné. Et elle a profité de ce qu'elle est bon pour visiter Paris, etc. Mais surtout, elle a fait un tour au ministère où elle est allée voir si elle pouvait avoir des informations sur les raisons pour lesquelles ma candidature n'avait pas abouti. Et là, on dirait que là, le sort a joué aussi, d'abord en ma faveur. Parce qu'elle rencontre un bonhomme dans les couloirs du ministère. Les couloirs, c'est un vrai labyrinthe. Je ne sais pas, elle n'avait jamais mis les pieds dans un ministère. Elle rencontre un bonhomme que je vais appeler Monsieur X, parce que j'ai retenu son nom pendant longtemps, puis je l'ai oublié. Et donc, ce Monsieur X lui présente mon cas. Et ce Monsieur X lui dit, ben, écoutez, revenez demain avec votre mari et je vais peut-être pouvoir vous arranger ça. Donc elle revient, on est enchanté, et le lendemain, après avoir passé mon épreuve, parce que moi, entre-temps, je passais les épreuves, il y en avait une par jour, parfois on avait une demi-journée de libre et une autre demi-journée où on passait une épreuve. Parfois, le temps de préparation d'une épreuve, ça pouvait être 4 heures, donc c'était très lourd. Donc, on sera au ministère, et là, le destin à nouveau travaille, mais alors cette fois, il se retourne, et il travaille dans l'autre sens. La personne avec qui nous avions rendez-vous, donc M. X, n'était pas là. Alors, ma femme reste à proximité, et moi, j'avais vu sur une porte dans un de ces couloirs que nous avions traversés, le nom de la personne avec qui j'avais communiqué pour mon dossier de candidature, qui était le Monsieur Amérique des personnes qui prenaient en charge le recrutement des VSNA. Et je vais le voir pour le saluer, lui dire où j'en étais de ma candidature et que Monsieur X, donc je le nomme, nous avions rendez-vous avec Monsieur X qui pensait pouvoir me trouver quelque chose. Et ce monsieur me dit, vous inquiétez pas, si Monsieur X s'occupe de vous, c'est que ça va marcher. Donc moi me voilà tout content, je rejoins mon épouse et peu après, arrive Monsieur X, qui nous fait entrer, puis il me regarde, il me dit « Mais je vous ai vu, vous, dans les services ». Je dis « Oui, j'étais au bureau de Monsieur ». « Ah bon ?» Et donc là, il explose. Il dit « Vous ne me faites pas confiance, vous allez voir quelqu'un plus. » Ben écoutez, moi, je ne m'occupe pas des gens comme vous. Débarrassez le plancher. Alors bon, on était effondrés. On sort du ministère, tout penaud, ma femme en larmes et moi avec le moral dans les chaussettes, parce qu'on venait apparemment de perdre une chance, non pas apparemment, de fait, on venait de perdre une chance absolument unique de pouvoir partir en coopération. En plus, ce monsieur, il nous avait dit que l'Algérie, peut-être, il avait quelque chose sur l'Algérie. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'était pas très loin. Bon, vous imaginez donc l'état dans lequel nous nous trouvons, mais on va quand même faire contre mauvaise fortune bon cœur, et je suis reçu à l'agrégation, donc c'est l'essentiel. Nous partons nous reposer chez des amis dans un chalet des Pyrénées, et en attendant la feuille de route qui devait me donner mon affectation dans une caserne. Et là, le destin encore travaillait et allait se retourner. Un jour, il fait très mauvais temps. On décide de rentrer sur Carcassonne pour régler différentes affaires, et on ouvre notre boîte aux lettres où se trouvait un courrier du ministère. Bon, on ouvre le courrier, c'était une nomination pour l'Algérie. L'Algérie, comme ça, en grand. Oh, on est évidemment sauté au plafond. Voilà que, bon, les choses se retournaient et on a compris, enfin on a cru comprendre que Monsieur X était allé voir son collègue, lui avait dit, ces jeunes quand même ils sont gonflés, et l'autre lui avait dit, mais non, ils ne sont pas venus pour essayer de te doubler, au contraire, il m'a dit que c'est toi qui t'occupais de leur cas, donc il a dû avoir pitié de nous rétrospectivement, à moins que ce ne soit Monsieur Amérique qui ait changé l'Amérique par l'Algérie et qui a dit quand même ces jeunes, ça vaut le coup de les aider. Le fait est que, donc, nous recevons cette nomination, et je passe sur les détails.
tout de suite après, parce que là c'était très précipité, on était fin août. Hein. Donc je me rends à Marseille, j'embarque pour Alger, un grand avion, il n'y avait presque personne dans l'avion, tout simplement parce que il y avait eu un contre-ordre, mais moi comme j'étais au circuit, je n'avais pas reçu le contre-ordre, je m'étais donc présenté comme c'était prévu initialement. Enfin, quoi qu'il en soit, j'arrive à Alger. À Alger, évidemment, très vite on m'a repéré comme le vilain petit canard. L'Algérie c'est grand. Et je n'avais pas d'affectation. Donc l'Algérie, c'était pas une affectation. Donc il y a un sous-lieutenant bien gentil qui me dit « Monsieur, je crains d'être obligé de vous renvoyer, de vous rapatrier, de vous renvoyer en France. » Alors là, évidemment, vous imaginez le torrent de protestations que j'ai pu formuler pêle-mêle en disant « Mais écoutez, vous ne vous rendez pas compte, on a résilié le bail de notre appartement, ma femme s'est mise en disponibilité, est institutrice, elle s'est mise en disponibilité de l'éducation nationale, et vous croyez que ça va se passer comme ça ?» Alors bon, le sous-lieutenant revoit les choses et les choses vont s'arranger. J'avais une adresse à Alger, qui était celle d'un professeur que connaissait mon directeur de thèse, Robert Jam, qui n'était pas encore mon directeur de thèse, c'était simplement mon professeur de Toulouse. Il allait le devenir très vite, puisque la thèse, j'allais l'inscrire peu après, à Oran même. Donc cette personne dont j'avais l'adresse, Francis Cerdan, pour ne pas le nommer, il est décédé lui aussi, tout comme Robert Jam, et je profite là hein, de cet enregistrement pour leur rendre ici un hommage, rendre hommage à leur mémoire, car c'était vraiment deux personnes tout à fait excellentes et bon, qui m'ont beaucoup aidé. Donc je frappe chez M. Cerdan qui me dit « Oh, tu tombes à pic, j'étais chargé de recruter un assistant à l'université, pour l'université d'Oran, où il n'y avait pas de licence d'espagnol, ils voulaient créer une licence d'espagnol, et donc ils ont besoin de quelqu'un, tu tombes à pic, voilà, un coup de téléphone, ça y est, c'est arrangé. Entre-temps, ma voiture embarquée à Marseille arrive dans le port d'Alger, je la récupère, une vieille Dauphine, et je pars à Oran, 400 km. Je ne vais pas sur les détails parce que je sais que je suis tombé en panne. Donc, mais bon, peu importe. Le fait est que on arrive à notre... Enfin, j'arrive à ma destination finale et ma femme me rejoint. Donc là, nous avons tous les deux 26 ans. On va découvrir, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. On va découvrir ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et c'est notre première nuit à Oran va être une espèce de nuit initiatique. D'abord, on était dans une ce qui devait être du temps des Français, de l'Algérie française, une petite station balnéaire, Bouisseville, pour ne pas la nommer, était devenu finalement un désert. Les maisons étaient délabrées, il y avait quelques maisons qui étaient squattées, mais c'était à peu près tout. Et donc on n'était pas très rassurés, pour tout dire, dans ce milieu. Mais enfin, on n'avait pas trouvé d'autre endroit où nous loger, et on n'allait pas rouspéter sur les conditions d'hébergement. Au petit matin, après avoir pris un petit déjeuner avec... je ressens encore le parfum de la menthe qu'il y avait dans le jardin. Ouais. Je prospecte un petit peu autour, histoire de voir s'il y avait des voisins. Et là, je tombe sur une scène qui m'a figé sur place. Il y avait un homme plutôt jeune qui, au bord d'une piscine qui manifestement était abandonnée, mais qui était remplie. Et dans la piscine, il y avait un chien adulte qui nageait. Alors j'ai d'abord cru à un jeu, parce que dès que le chien s'approchait du bord, il le repoussait du pied. Et puis très vite, j'ai compris qu'il était en train de le noyer. Alors là, c'est pas à Cervantes que j'ai pensé, c'est à Camus, quoi. Au début de l'étranger, l'arabe sur la plage, etc. C'est une situation un peu... Bon, et puis je me suis dit, mais je peux pas. Et donc, je joue les naïfs et j'interviens. Je dis, mais faites attention, votre chien, il est fatigué, là, il faut le sortir de l'eau.
et sans dire un mot, l'homme aide le chien à sortir de l'eau et ils s'éloignent tous les deux, mais sans un mot. Alors, rétrospectivement, j'ai pensé à un épisode de Don Quichotte où Don Quichotte intervient pour sauver un petit enfant, quoi, de la maltraitance de son maître qui est en train de le fouetter. L'épisode est connu comme étant celui de Los Azotes de Andrés. Et ce pauvre Andrés, donc, Don Quichotte le tire des griffes de cette brute, mais d'une façon très particulière, très quixotesque, c'est-à-dire qu'il demande à la brute en question de jurer sur son honneur qu'il ne touchera plus un cheveu du petit Andrés et qu'il lui paiera tous les gages qu'il lui doit. Alors évidemment, l'autre jure tranquillement, mais dès que Don Quichotte a le dos tourné, Andrés se prend la raclée de sa vie et il est laissé pour mort. Si bien que dans la seconde partie du Don Quichotte, la route d'Andrés va à nouveau se croiser avec celle de Don Quichotte. Et quand Andrés voit Don Quichotte, il dit surtout, monsieur, n'intervenez pas, n'approchez pas, restez où vous êtes, j'ai compris pour la première fois. Donc c'est vraiment, c'est dans les tout premiers chapitres de la première partie, chapitre 4 si je ne me trompe pas, et dans la deuxième partie c'est un endroit assez avancé. Donc il y a un grand écart entre les deux scènes, mais elles ont marqué comme étant une caractéristique de Don Quichotte qui intervient, mais avec un peu comme nous, on intervient en Afghanistan et après on laisse les... Voilà, enfin, pardon pour cette parenthèse, mais il y a un côté là, oui, irresponsable qui évidemment chez Don Quichotte est parfaitement admissible, et il est plein de générosité, etc. Mais qu'on retrouve souvent dans des situations extrêmes. Donc l'homme qui ne m'avait pas vu continuait à pousser ce chien-là et jusqu'à ce que j'intervienne. Et là, avec l'épisode d'Andrés, je me suis demandé si le malheureux chien n'aurait peut-être pas préféré en finir directement dans la piscine plutôt que de continuer à subir les mauvais traitements de son maître. À supposer que celui-ci n'ait pas trouvé une façon plus cruelle de le faire mourir. Alors, nous abordons la toute dernière partie de cette entrevue. Je vais résumer en quelques mots, je vais sortir de l'espace, de la trajectoire, de l'itinéraire, des lieux, pour aller un peu sur le calendrier, mais auparavant, je voudrais résumer cet itinéraire. Cet itinéraire, c'est-à-dire ce parcours sur les traces de Cervantes, il a été sensiblement renforcé par la création d'une association en 1988. Alors là encore, très quichotesque, l'association des Cervantistas, donc, et par un banquier de Majorque. Un banquier qui en plus était propriétaire d'une pâtisserie où il y avait une recette unique qui évidemment est secrète. Donc c'est ce banquier qui va lancer un mouvement, cette association, dont le but va être essentiellement d'organiser une série de colloques régulièrement dans les différents lieux que Cervantes avait fréquentés ou visités. Et bien entendu en rapport avec les autorités de l'endroit en question, que ce soit au niveau municipal ou régional. Et ce qui explique que tous les lieux que j'ai cités, je m'y suis trouvé soit parce que j'y étais allé spontanément, ou que le hasard m'y avait conduit, comme Alger et Oran, où vraiment j'avais très peu de chance d'aller puisque je voulais aller en Amérique, et puis surtout il s'est passé ce que je vous ai raconté. Et puis, en plus de ces endroits où Cervantes est allé, on a prolongé par l'endroit où étaient allés les personnages de Cervantes. Et là, il y en a il y en a deux qui sont les protagonistes d'un roman
dits byzantins, on appelle ça les romans byzantins parce que le modèle de ces romans c'est Héliodore, c'est le roman grec en fait, les aventures maritimes, etc., avec deux personnages, un couple qui se perd, qui se retrouve, etc., et dans des pérégrinations absolument évidemment croustillantes. Et là, les deux protagonistes, Persíles et Sigismond, sont partis de Norvège, ils sont venus du Nord, ce qui fait que ma dernière communication universitaire a été en Norvège, et à Tromsø, non loin du cercle polaire finalement. Et le fait est que ce roman de Cervantes, les aventures de Persíles et Sigismond, est un roman posthume. Il a été publié en 1618, alors que Cervantes est mort en 1616. Et là, j'ai quelque chose, peut-être parce que je recherchais moi aussi un nouveau point de contact. Je me suis dit, après tout, Cervantes est mort en 1616. Je suis venu là faire cette communication, mais bon, je ne l'ai pas donné le texte pour la publication. Et j'ai décidé que j'arrêtais là mes recherches sur Cervantes, peut-être pour le rejoindre dans ce parcours, sauf que là c'était le rejoindre dans l'ombre de la mort. Et là, vous allez me croire ou pas, mais cette dernière partie pour s'intituler L'adieu à Cervantes. Donc le retrait, en 2017-2018, je me retire des activités universitaires. Et en 2019, le 29 avril, une semaine après l'anniversaire de la mort de Cervantes, qui était le 29 avril, je suis victime d'un infarctus auquel rien ne me prédisposait. Bon, enfin, j'insiste pas sur ma santé qui était excellente, les analyses parfaites. Et voilà, un infarctus qu'on n'a pas identifié comme tel, et je suis passé pas très loin de la porte de sortie. Si j'ajoute à ça le fait que ma date de naissance est peut-être la même, ou en tout cas très proche de celle de Miguel de Cervantes, puisque je suis né un 28 septembre, la veille de la Saint-Michel, d'où mon prénom, et d'où le sien aussi. Voilà donc des coïncidences temporelles, cette fois-ci, qui vont trouver leur aboutissement dans quelque chose qui encore une fois, me paraît absolument invraisemblable et incroyable. C'est que ma dernière prise de parole sur Cervantes, c'était la conférence de clôture d'un cycle sur le roman qui était organisé par les banquets du livre à La Grasse. Et je fais mon topo sur Don Quichotte, puisque bon, le père du roman, bon voilà, c'était... Et à la fin de ma communication, tout le monde commençait déjà à préparer les valises pour aller prendre les voitures, les trains, tout ça. Et il y a une dame qui s'approche, et c'était la fille d'une amie de ma mère, qui elle était morte un 22 avril. Donc c'était quasiment l'anniversaire de la mort de Cervantes, et en même temps là, j'étais justement le 23 avril à La Grasse, pour des raisons aussi d'anniversaire. Il y avait ce 2016 et qui revenait et qui faisait que le roman continuait à fonctionner dans les réseaux. Donc cette dame arrive et me dit ma mère est décédée, enfin, c'était une amie de votre mère, j'ai mis ses papiers en ordre et j'ai trouvé une photo de vous et votre sœur à côté de votre mère. Et donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et elle me tend la photo de ma mère, ce jour-là, donc particulier, où la mort était là. Bon, ça c'était avant mon infarctus, hein, c'était en 2016. Mais c'était la dernière intervention sur Cervantes, avant mon infarctus, mais... voilà, très près de mon infarctus qui est intervenu peu après, en 2019, et qui fait que ma trajectoire, finalement, pour l'instant,
s'est arrêté, il termine ici, après qu'on ait vu apparaître sur la fin l'ombre de la mort. Il se termine ici pour l'instant, dans ce lieu, qui est un moulin, à l'adresse de 4A avenue du Moulin Vieux, dans un lieu que j'ai évidemment choisi et qui, je crois, marque très bien le point d'aboutissement de cette trajectoire où le destin de Cervantes et le mien semblent s'être entretissés à 4 siècles d'intervalle.